Bonjour et bienvenue à ce webinaire du CNCH. J'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi un ami, le professeur Jacques Blacher, qui est grand spécialiste d'hypertension artérielle, qui travaille à l'Hôtel-Dieu à Paris et qui a accepté aujourd'hui d'essayer en 20 minutes de vous faire 2022 état des lieux. On va essayer de la faire un peu de manière interactive en posant des questions à Jacques. Voilà, j'ai plein de questions à te poser sur voilà, où est-ce qu'on en est dans l'hypertension, combien on est d'hypertendus, où est-ce qu'on en est est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce qu'il y a des études nouvelles, est-ce qu'il y a des recommandations nouvelles, est-ce qu'il y a des pratiques nouvelles qu'on ne fait pas bien, qu'on devrait faire mieux. En tout cas, c'est pour moi un énorme plaisir. Je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Jacques, je te laisse dérouler le début de ta présentation et je t'interromprai au fur et à mesure. Super. Merci beaucoup Walid. Bonjour à tous. Donc, je suis Jacques Blacher, je suis cardiologue, je suis enseignant de thérapeutique et je dirige effectivement le service d'hypertension artérielle de l'Hôtel-Dieu. Il y a des choses récentes en hypertension artérielle, comme dans tous les domaines de la maladie cardiovasculaire. J'ai toute une série de liens d'intérêt avec des structures publiques, avec des structures privées. J'espère que ce que je vais vous raconter va être exempt de conflit d'intérêts, mais c'est à vous d'en juger et pas à moi. On a un peu de retard et je m'en excuse. On a essayé avec Walid de faire passer mes diapositives en plein écran. On n'y a pas réussi. Pourtant, alors moi, j'y connais rien, mais Walid est un grand technicien. Donc, je suis vraiment extrêmement surpris, Walid, que tu n'aies pas réussi. Non, allez, plus sérieusement, je voudrais qu'on déroule en fait 7 sujets. Le premier sujet, c'est finalement combien il y a d'hypertendus en France, 10 millions, 15 millions, 20 millions. On va voir ensemble qu'il y a peut-être une façon un peu plus scientifique qu'habituellement de répondre à cette question. Ensuite, il y a énormément de publications, de travaux scientifiques sur la mesure de la pression artérielle. C'est quoi aujourd'hui la meilleure mesure de la pression artérielle ? Est-ce qu'on a avancé en matière de physiopathologie? Est-ce qu'on a avancé en matière de traitement? Est-ce qu'on a avancé en matière de stratégie thérapeutique? Et puis, je voudrais terminer avec 2 études qui m'ont complètement traumatisé, dans le bon sens. Tout d'abord, une première étude sur le sel. C'est vrai que quand on parle d'hypertension artérielle, c'est compliqué de ne pas parler de sel. Et puis, une dernière étude, et je vais garder la surprise. Walid, je ne te dis pas quel sera le sujet de cette dernière étude. Mais toi, tu le sais. Alors, combien est-ce qu'il y a d'hypertendus en France ? J'ai la chance d'avoir travaillé avec les épidémiologistes de Santé publique France sur un échantillon Esteban, qui est un échantillon représentatif de la population française. Vous savez, c'est compliqué d'avoir un échantillon représentatif de la population française. Et là, Esteban, eh bien, c'est réellement représentatif des adultes entre 18 et 74 ans en France. Et ils ont chacun eu une mesure de pression artérielle à la maison, fait au repos, à la fin de l'entretien, bref, dans des conditions optimales. Mais on sait bien que lorsqu'on mesure une fois la pression artérielle, eh bien, il y a probablement en partie par réaction d'alarme, il y a une surestimation des chiffres de pression artérielle et si on la mesure une deuxième fois, eh bien, on va avoir un phénomène qui s'appelle la régression vers la moyenne et on va avoir un peu moins d'hypertendus la deuxième fois que la première fois. Et donc, finalement, cette variabilité intra-individuelle de la pression artérielle, on peut la déduire de la première mesure. Et ça a été fait avec 2 mathématiciens de Santé publique France, Édouard Chétignoux et Christophe Bonaldi. Très franchement, ce sont des concepts mathématiques qui sont assez complexes. Ne comptez pas sur moi pour vous les expliquer, mais j'ai été assez convaincu que finalement, eh bien, on peut dire que même si on a mesuré la pression artérielle dans Esteban et qu'on a trouvé 31,3% de la population adulte qui était hypertendue, eh bien, si on avait refait une deuxième mesure de la pression artérielle, on aurait eu en fait 27,9% de la population adulte qui est hypertendue. Et si on fait 27,9% de toute la population adulte française, eh bien, on arrive à 17 millions d'hypertendus. Et la prévalence réalisée à partir d'une seule mesure, eh bien, elle est surestimée de quasiment 13%. Et c'est, je pense, vraiment un point important parce qu'on arrive à approcher de façon forte scientifiquement le nombre réel d'hypertendus en France. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que
sur ces 17 millions d'hypertendus, il y en a moins de 10 millions qui sont traités et il y en a moins de 5 millions qui sont contrôlés. Donc malheureusement, on est toujours sur la théorie des moitiés. Vous savez, la moitié des hypertendus sont traités et lorsqu'ils sont traités, il y en a à peu près la moitié qui sont contrôlés. Donc voilà la situation en termes épidémiologiques aujourd'hui dans l'hypertension artérielle. Donc, tu penses que c'est plus 19 que 15 alors, d'après toi Ah non, non, 17. Alors non, 17, non, 17. Donc 17 millions. S'il y a un chiffre à retenir, à je pense retenir, vraiment c'est que c'est ça. 17 millions. D'accord, ok, 17 millions, c'est quand même pas mal. Alors, ensuite, on s'est posé un peu la question entre spécialistes d'hypertension artérielle, et puis on en a un peu discuté avec Walid. Finalement, qu'est-ce qu'il faut recommander aux collègues en matière de mesure de la pression artérielle? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on a une information scientifique assez importante qui nous confirme que la meilleure pression artérielle, c'est la pression artérielle mesurée en dehors de notre cabinet médical. Alors, il y a certes le holter tensionnel, la mesure ambulatoire sur 24 heures, mais probablement que beaucoup de patients sont plus intéressés par l'automesure tensionnelle. Et sous réserve de réaliser cette automesure dans des conditions techniques satisfaisantes, c'est-à-dire d'abord un brassard adapté à la taille du bras, être assis confortablement, être au repos depuis 5 minutes, mesurer sa pression artérielle 3 fois de suite à une minute d'intervalle, le faire le matin, le faire le soir, le faire 3, 4, 5 jours de suite. Eh bien, si on fait la moyenne de toutes ces mesures, on arrive à avoir le niveau réel de la pression artérielle de l'individu, et c'est ce niveau qui est le plus étroitement corrélé au risque de complications dans l'hypertension artérielle. Donc, je pense qu'il faut vraiment favoriser l'automesure de la pression artérielle. Si votre hypertendu a 16 au cabinet médical et a 13 à la maison, faites-lui confiance et considérez que sa réelle pression artérielle, c'est 13 et c'est pas 16. Alors, juste pour ce commentaire, mon impression de cardiologue qui commence un petit peu à vieillir, c'est que ça commence à prendre, cette histoire d'automesure. Je vois de plus en plus de patients qui viennent à la première consultation de cardiologie avec les fiches remplies parce que leur médecin traitant leur a conseillé. Donc déjà, je dis que ça a l'air de prendre le message de l'automesure. Sur le temps, peut-être moins. Deuxièmement, je voudrais savoir, alors de manière pratique, est-ce que tu fais la moyenne ou est-ce que tu élimines les extrêmes? Tu fais comment? Ce qui est recommandé, c'est d'éliminer la première mesure de chacune des séries de 3 mesures et de faire la moyenne de toutes les autres. Parce que c'est vrai que c'est avec la première mesure qu'il y a la plus forte réaction d'alarme et que habituellement, la mesure 2 et 3 sont un peu inférieures à la mesure 1. Donc, on recommande d'éliminer la première de chacune des séries de 3 mesures. Et finalement, quand les gens ont plutôt des gros bras, peut-être que tu utilises des brassards en automesure, des brassards à poignée, c'est plus pratique, non? Alors, ouais, le problème du brassard à poignet, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de variabilité. Si votre patient a acheté un brassard poignet, recommandez-lui de mettre la main où il y a le brassard sur l'épaule opposée. Et c'est probablement la moins mauvaise façon de mesurer la pression artérielle. D'accord, ok, merci. Alors, vous vous souvenez, il y a 10 ans, 5 ans, eh bien, il y avait un engouement extraordinaire sur la dénervation artérielle rénale. On avait l'impression d'avoir découvert des nouveaux axes physiopathologiques dans l'hypertension artérielle. Alors, moi, j'adore ce schéma qui vient d'un papier de Guitton de 1972 et qui explique les différents mécanismes physiologiques qui sont là et qui vont agir sur la régulation de la pression artérielle. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a probablement, en fait, une simplification de la réalité des choses. Bref, c'est extrêmement compliqué. Et je crois qu'il est illusoire de se dire qu'en agissant sur un mécanisme, par exemple l'innervation artérielle rénale, eh bien, on va avoir un impact important et durable sur le niveau de pression artérielle. Et donc, j'ai l'impression que malheureusement, eh bien, on n'a pas beaucoup avancé sur la physiopathologie de l'hypertension artérielle et qu'on ne comprend toujours pas très bien le concept d'HTA essentiel. Et quel est le concept de la dénervation rénale? Ça marcherait pourquoi? Alors, c'est réellement une dénervation, c'est-à-dire que c'est comment dire, un petit peu comme la radiofréquence, tu vois, c'est en fait
une nécrose des terminaisons nerveuses sympathiques qui viennent innerver l'adventice des artères rénales. Et donc, c'est probablement comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est que là où les premières études montraient un effet absolument important, eh bien, les études les plus récentes montrent que c'est efficace, hein, c'est indiscutablement efficace, mais que c'est à peu près du niveau de la monothérapie. Donc, malheureusement, eh bien, la dénervation artérielle rénale, je ne dirais pas qu'elle a fait pchit, hein, je dirais qu'aujourd'hui, ça reste du domaine de la recherche et on doit encore aujourd'hui essayer de préciser ces indications. En tout cas, elles ne sont absolument pas consensuelles et je ne crois pas qu'il faille dénerver les patients dans le cadre du soin en 2022. D'accord. Alors, restons sur le traitement de l'hypertension artérielle et est-ce qu'il y a, en termes pharmacologiques, des nouvelles choses? Vous savez, hein, ça a été quasiment les premiers médicaments qui ont été développés, avec l'hydrochlorothiazide qui a été développé en 1957, médicament extraordinaire qu'on donnait à l'époque, je vous rappelle, à 100 ou à 200 mg, donc beaucoup d'effets adverses. Et puis, il y a eu les bêta-bloquants, il y a eu les antagonistes calciques, il y a eu les IEC, les alpha-bloquants, les ARA2, les inhibiteurs spécifiques de l'arénine, mais qui ne sont quasiment plus utilisés. Et puis, ça fait 20 ans qu'il n'y a plus rien dans l'hypertension artérielle. On n'a pas découvert de nouveaux produits. Alors, je vais régulièrement à des congrès où certains pharmacologues nous expliquent qu'ils sont en train de développer des médicaments qu'on va pouvoir donner une fois tous les 6 mois par voie injectable et que ça fera aussi bien que les médicaments Peros. Moi, je croyais beaucoup il y a 15 ans sur le vaccin antihypertenseur qui avait été développé par des Suisses. Mais très franchement, eh bien, aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on n'a pas de nouveauté thérapeutique dans l'hypertension artérielle et qu'on doit faire avec l'existant. Mais l'existant est quand même très important. On a 7 grandes classes d'antihypertenseurs et dans l'immense majorité des cas, si on les associe à bonne dose, et si les patients prennent leur traitement, bien entendu, eh bien, on arrive à contrôler l'hypertension artérielle. Donc malheureusement, désolé, pas de scoop, pas de nouveaux produits miracles dans l'hypertension artérielle. Juste avant que tu parles des stratégies thérapeutiques, on a reçu récemment un courrier, alors je ne sais pas si c'était l'assurance maladie qui nous avait écrit concernant les antihypertenseurs centraux. Et là, en gros, nous disant peut-être de les éviter. Enfin, moi, personnellement, je ne dois pas avoir de patients qui en reçoivent. Quel est le message qu'il faut retenir de ce courrier? Alors, je crois qu'il faut garder les 2 classes antihypertenseurs d'action centrale et alpha-bloquants comme des médicaments vraiment de 3e, 4e, 5e intention dans l'hypertension artérielle et qu'il n'y a pas lieu de prescrire ces médicaments en monothérapie d'initiation, même en bithérapie, même peut-être en trithérapie d'initiation. Donc, c'est vraiment des médicaments add-on qu'il faut garder encore une fois comme 4e, 5e, 6e, 7e médicament quand on ne peut pas faire autrement. Et ce sont des médicaments qui sont précieux, hein, puisque de temps en temps, notamment chez les patients qui ont une maladie rénale développée, chez les patients qui sont dialysés, eh bien, ces médicaments, les alpha-bloquants à forte dose, les antihypertenseurs d'action centrale, de temps en temps modifient un peu la donne. Alors, les stratégies thérapeutiques, vraiment dans l'hypertension artérielle, il y a eu ces recommandations révolutionnaires européennes en 2018 qui expliquaient que eh bien, il fallait considérer que c'était la mort des monothérapies d'initiation et que l'immense majorité des patients hypertendus, il fallait commencer le traitement par une association de 2 antihypertenseurs. Alors, les Européens nous laissent le choix. Sur les 2 antihypertenseurs, il faut un bloqueur du système rénine-angiotensin-aldostérone et il faut soit un diurétique thiazidique, soit un antagoniste calcique. Et puis, si le patient n'est pas contrôlé avec cette bithérapie, on passe directement, et vous voyez, c'est la 2e étape, à une trithérapie antihypertensive. Et la plus logique, c'est IEC ou ARA2 plus antagoniste calcique plus diurétique. Je reprends ta question tout à l'heure, ta remarque, Walid. Tu vois bien que les antihypertenseurs d'action centrale ne sont pas dans cette trithérapie. Et regarde même la 3e étape, l'étape d'après, le meilleur 4e médicament, c'est la spironolactone à petite dose. Et donc, ça veut dire que, encore une fois, eh bien, les alpha-bloquants, les antihypertenseurs d'action centrale, ça vient après ces 4 médicaments
qui sont les 4 premiers médicaments à donner dans l'hypertension artérielle. Attention avec la spironolactone, commencez par des petites doses, et attention à la tolérance de la spironolactone, beaucoup de gynécomastie et beaucoup de troubles des fonctions sexuelles qui sont dose dépendants et durée de traitement dépendant. Alors, pour les cardiologues que nous sommes, alors toi, tu es beaucoup trop jeune, Walid, mais pour les vieux cardiologues comme moi, eh bien, on voit déclasser les bêta-bloqueurs qui viennent en 5e indication dans l'hypertension artérielle. Et c'est vrai que finalement, lorsqu'on analyse les résultats de la littérature, lorsqu'on méta-analyse, lorsqu'on fait des revues systématiques, les bêta-bloquants, ils réduisent les complications dans l'hypertension artérielle, mais à chaque fois qu'ils sont comparés à d'autres classes, eh bien, ils font moins bien. Donc aujourd'hui, tout le monde considère que les bêta-bloquants ne devraient pas être un traitement d'initiation dans l'hypertension artérielle. Une question, pour avoir bien suivi le SC aussi, dans ma pratique, j'ai intégré cette combinaison en première intention, sauf les cas particuliers, sujet âgé, pression artérielle peu élevée, des patients où il peut y avoir une variabilité tensionnelle élevée. Mais je garde quand même mon idée, je garde quand même à l'esprit que, bien entendu, les AMM n'ont pas été faites pour ces bithérapies d'emblée. Est-ce que toi, tu dis, comme ce que je le fais en pratique, bon, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez un patient qui a 16 de tension, il a 50 ans, vous n'y arriverez jamais avec une monothérapie. Il y a plus de chances d'observance de mettre une association fixe d'emblée et puis après, ajuster le dosage de l'association. Est-ce que c'est ce que tu fais? Alors, c'est ce que je fais. Mais tu comprends bien qu'on est dans une situation où soit tu es en contravention avec les recommandations européennes, soit tu es en contravention avec nos autorités de tutelle. Très franchement, considérons les uns et les autres que ce qui doit prévaloir, c'est le bénéfice du patient. Et aujourd'hui, il me semble raisonnable, comme le disent la majorité des experts internationaux, d'initier le traitement par une bithérapie. Et d'ailleurs, ce groupe de la Société internationale d'hypertension artérielle, qui ont publié les dernières recommandations, enfin les avant-dernières, il y a eu des recommandations OMS récentes, mais qui ne rajoutent pas grand-chose, eh bien, disent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on commence par une bithérapie antihypertensive, et puis vous voyez que le choix de la bithérapie, eh bien, c'est un peu différent. Regardez en bas de la diapositive, au milieu, chez les patients qui n'ont pas la peau noire, on propose une association avec un bloqueur du système rénine-angiotensine et un antagoniste calcique. C'est-à-dire que exit le diurétique de l'initiation du traitement. Et puis, c'est seulement en 3e étape, après avoir augmenté la posologie bloqueur plus calcique, qu'on va rajouter un diurétique thiazidique. Et puis, pour une fois, eh bien, il y a une recommandation qui est différente chez les patients noirs. Chez les patients noirs, on propose non pas un IEC, mais un ARA2, puisque je vous rappelle que l'angioœdème est plus fréquent avec les IEC chez les noirs que chez les blancs. Donc un ARA2 plus un antagoniste calcique, ou alors, et ça c'est intéressant, une association antagoniste calcique plus diurétique thiazidique. C'est une association qui est probablement très efficace chez les hypertendus à rénine basse, c'est-à-dire les hypertendus à peau noire et les hypertendus très âgés. Donc voilà la situation des recommandations internationales. Et puis vous voyez à gauche de cette diapositive ce qui est le traitement non médicamenteux. Donc il y a des choses classiques avec l'arrêt du tabac, avec l'activité physique, avec la réduction pondérale si le patient a trop de poids, avec la réduction du sel s'il en mange trop, avec une alimentation qui est une alimentation prudente, sans boissons sucrées, avec une réduction de l'alcool si le patient en prend trop. Mais les deux choses nouvelles dans ces recommandations, c'est premièrement la gestion du stress. Le stress est un facteur de risque d'hypertension artérielle. Il n'y a pas aujourd'hui d'études d'intervention très convaincantes montrant que la réduction du stress, quelle que soit la technique, améliore le profil tensionnel, mais ils se sont mouillés, vous voyez. Et puis, ils se sont mouillés aussi sur la pollution de l'air. Alors, c'est vrai que ce sont des recommandations internationales, donc aussi pour les pays en voie de développement. Il y a beaucoup de pays où, vous savez, il y a une pollution extrêmement importante, à la fois une pollution de l'air ambiant, mais aussi une pollution dans les foyers, surtout lorsque on fait cuire les aliments avec du charbon de bois à l'intérieur des maisons. Donc voilà les recommandations internationales, et vous voyez, elles vont dans le même sens que les recommandations européennes.
Et donc, comme tu le disais, Walid, en France, on n'a toujours pas la MM pour les bithérapies, pour l'initiation du traitement, mais pourtant, tous les experts aujourd'hui recommandent d'initier le traitement par une bithérapie. Parfait. Alors, les deux études dont je voudrais vous parler, qui sont des études récentes, c'est d'abord le sel. Alors, on le sait depuis des décennies, hein, si tu manges trop de sel, tu as trop de pression artérielle, et si tu réduis ta consommation de sel, tu réduis tes chiffres de pression artérielle. Mais voilà une équipe chinoise qui a fait un essai d'intervention extraordinaire. Alors d'abord, ils ont remplacé le sel des foyers, puisque ce sont des interventions au niveau des foyers, par un sel de régime. Le sel de régime, c'est quoi? C'est 3/4 de sel, chlorure de sodium, et 1/4 de chlorure de potassium. Et donc, t'imagines, hein, tu as un pot de sel dans lequel tu pioches, soit pour saler l'eau de cuisson des aliments, des légumes, du riz, soit pour saler directement les aliments. Eh bien, on remplace le pot de sel par un pot de sel de régime, c'est-à-dire un peu de chlorure de potassium et beaucoup de chlorure de sodium. Et puis, on tire les foyers au sort, et notamment les villages, et vous voyez que derrière, eh bien, dans ces villages, dans ces foyers, il y a des patients qui sont à risque élevé, soit parce qu'ils sont en prévention secondaire, ils ont déjà fait un accident vasculaire cérébral, soit ils sont hypertendus en prévention primaire. Alors, ils ont pris un échantillon, et c'est dans cet échantillon, eh bien, ils ont mesuré la natriurèse et la kaliurèse. Et donc, ils ont bien montré que ceux qui étaient soumis à un sel de régime avaient moins de sodium dans les urines. 15 millimoles, ça fait presque 1 gramme de sel de moins dans les urines, et avaient plus de potassium dans les urines. 20 millimoles, ça fait 1,5 gramme de chlorure de potassium en plus dans les urines. Donc, ça veut dire, vous voyez, que réellement, ceux qui étaient tirés au sort sel de régime ont vraiment mangé le sel de régime et ont mangé moins de sel, moins de chlorure de sodium. Et bien, ça marche sur la pression artérielle. Vous voyez la baisse de la systolique de 3 mm de mercure, la baisse de la diastolique de presque 1 mm de mercure. Les deux baisses sont statistiquement significatives. Et cerise sur le gâteau, regardez cette chose extraordinaire, une réduction du risque cérébrovasculaire qui était le critère principal de jugement de 14%, statistiquement significative. Alors certes, c'était une étude avec 10 000 sujets par groupe, hein, c'était une étude extrêmement puissante, mais rendez-vous compte, en remplaçant le sel par du sel de régime, eh bien on réduit de 14% le risque d'accident vasculaire cérébral. On peut même aller plus loin, réduction statistiquement significative du risque d'infarctus et cerise sur le gâteau, réduction de 12% du risque de décès toute cause. Donc voilà pourquoi cette étude, cet essai d'intervention a été publié dans la meilleure revue mondiale, parce qu'elle est extrêmement convaincante. Et je pense aujourd'hui qu'on devrait diffuser de façon extrêmement large le sel de régime, que finalement, dès que les patients, les familles sont à risque cardiovasculaire, soit parce qu'ils sont en prévention secondaire, soit parce qu'ils ont plusieurs facteurs de risque, eh bien, on devrait leur recommander un sel de régime. Ce n'est pas fait aujourd'hui, mais je trouve que le niveau de preuve est en train de s'élever. On doit réduire la consommation de sodium, on en mange trop, et on doit augmenter la consommation de potassium. Ça a un goût. Je n'ai jamais goûté, il faudrait que j'essaye. C'est vraiment difficile à survivre ou Ah non, non, non. Alors, Walid, il faut impérativement que tu goûtes. Tu verras, en fait, le sel de régime, plus il y a à l'intérieur du chlorure de potassium, moins tu as le goût salé. Mais c'est quand même salé. On prend l'habitude de mettre la même quantité de sel de régime que la quantité qu'on mettait de sel. C'est ça. Donc tu vois, en fait, on en mange moins par là, mais ça n'a pas un mauvais goût et ça sale les aliments. Donc vraiment, il faut diffuser cette information et il faut donner très largement du sel de régime, prescrire très largement du sel de régime à nos patients. Alors le problème, c'est que ça coûte quand même beaucoup plus cher que le sel. Mais si on en prescrit beaucoup les uns et les autres, eh bien c'est sûr qu'il y a un industriel qui va en fabriquer en grande quantité, qui va le vendre à un faible coût.
Et donc, je voudrais terminer dans les quelques minutes qui me restent en vous donnant une information révolutionnaire, vraiment révolutionnaire, et ça concerne les femmes enceintes. Alors, vous le savez peut-être, mais les femmes enceintes font de temps en temps des désordres hypertensifs de la grossesse. Ces désordres hypertensifs de la grossesse eh bien, exposent les femmes à faire des complications cardiovasculaires pendant leur grossesse. Alors, c'est rare, bien entendu, qu'une femme enceinte fasse un infarctus, ou plus fréquemment fasse un accident vasculaire cérébral, ou plus fréquemment fasse une insuffisance cardiaque, mais c'est un drame à chaque fois. Et ça reste, devant les suicides, la première cause de mortalité maternelle. Donc, ces désordres hypertensifs de la grossesse, eh bien, ils vont exposer les femmes à des complications pendant leur grossesse, ils vont exposer aussi les fœtus à des complications, on peut en reparler après, mais ils vont exposer les femmes à des complications pendant toute leur vie. Une femme qui a fait une hypertension de la grossesse va avoir pendant toute sa vie un surrisque d'hypertension, un surrisque d'AVC, un surrisque d'arythmie, un surrisque d'infarctus. Et vous avez sur cette diapositive les résultats d'une méta-analyse qui montre que ce surrisque est vraiment important et qu'on devrait aujourd'hui considérer le désordre hypertensif de la grossesse chez une femme comme un facteur de risque cardiovasculaire majeur, au même niveau que le tabac, au même niveau que le diabète. Donc, voilà, on a cette information. L'hypertension artérielle de la femme enceinte n'est pas quelque chose d'anodin. Et puis, on avait travaillé avec des experts de la Société française d'hypertension artérielle et du Collège national des obstétriciens et des gynécologues français sur des recommandations. Et la littérature nous disait que, eh bien, il fallait traiter de façon absolument impérative les hypertensions artérielles sévères chez les femmes enceintes sans délai, donc 16-11, on ne laisse pas passer. Mais que lorsque la femme avait entre 14 et 16, entre 9 et 11 de diastolique, c'est-à-dire une hypertension artérielle légère à modérée, eh bien, il fallait pas obligatoirement traiter. Et ce qu'on a considéré jusqu'à présent, c'était de se dire que le traitement de cette hypertension artérielle allait protéger les femmes d'une complication de l'hypertension artérielle pendant la grossesse, mais que ce traitement allait être associé à des effets délétères au niveau du fœtus, avec notamment une augmentation du petit poids du fœtus pour l'âge gestationnel. Et donc, dans nos recommandations, on disait, on traite en fonction du niveau de risque. Niveau de risque élevé, on ne traite pas. Niveau de risque élevé, on traite, excusez-moi. Niveau de risque bas, on ne traite pas. Et voilà qu'il y a 15 jours, dans le New England, un papier qui est un essai thérapeutique, l'étude CHAP, on traite l'hypertension artérielle modérée pendant la grossesse. On inclut 2500 patientes et on les randomise, groupe traitement actif et pas de traitement actif. Alors, on est chez les femmes qui ont 32 ans, des femmes jeunes, et qui ont une hypertension artérielle en début de grossesse. Eh bien, regardez, bien entendu, si on les traite à partir de 14, versus on attend qu'elles arrivent à 16 pour les traiter, eh bien, elles vont avoir un peu moins de pression artérielle parce qu'elles ont un peu plus de traitement, tout simplement. Et donc, il y a 3 mm de mercure de différence dans le groupe traitement actif par rapport au groupe contrôle sans traitement avant 16 de pression artérielle. Et regardez les résultats, comme c'est impressionnant. Sur le critère principal de jugement, eh bien, on va avoir une réduction qui est statistiquement significative. Et le critère principal de jugement, eh bien, ça va être un critère composite qui va associer de la prééclampsie, et c'est surtout sur la prééclampsie qu'on va avoir un effet extrêmement important, 272 prééclampsies sur les 1200 femmes dans le groupe traitement actif, 336 dans le groupe contrôle. La prématurité, un effet tout à fait significatif, la rupture placentaire, une tendance, et puis le décès du fœtus, la mort fœtale in utero, ou alors le décès du fœtus avant 28 jours, une tendance qui n'est pas statistiquement significative. Idem pour le petit mois de naissance, une tendance qui n'est pas statistiquement significative. Donc, rendez-vous compte, pour la première fois, dans cet essai thérapeutique, eh bien, on démontre
que le traitement de l'hypertension modérée de la femme enceinte correspond à un bénéfice indiscutable avec un critère composite qui prend en considération de l'efficacité chez la mère et de la safety chez le fœtus. Et donc la conclusion des auteurs, c'est de dire que chez les femmes enceintes qui ont une hypertension artérielle modérée, je vous rappelle entre 14 et 16 de systolique, eh bien, d'obtenir un objectif de moins de 140-90 est associé à un meilleur outcome de la grossesse plutôt que de ne traiter que les hypertensions artérielles sévères, et il n'y a pas d'augmentation du risque de petits poids de naissance. Donc, pour la première fois, on démontre que l'hypertension artérielle de la femme enceinte, il faut la traiter systématiquement, je dis bien systématiquement, à partir de 14. Et donc, toutes les recommandations nationales et internationales vont changer suite à cet essai thérapeutique. On traite à partir de 14 les femmes enceintes, quel que soit leur niveau de risque cardiovasculaire. Donc, j'ai été trop bavard, mais pour conclure, eh bien, on a déroulé 7 nouveautés dans l'hypertension artérielle. La première, c'est le nombre d'hypertendus. Il y en a 17 millions, pas plus, pas moins. Comment mesurer la pression artérielle? Je pense qu'il faut de plus en plus laisser faire les patients. C'est leur job de mesurer la pression artérielle. Ce que je dis habituellement, c'est que notre travail, à nous spécialistes d'hypertension artérielle, c'est de mesurer la pression artérielle en position debout pour juger d'une éventuelle hypotension orthostatique, mais laissons les patients mesurer les pressions artérielles à domicile en position assise. Rien de neuf dans la physiopathologie, rien de neuf dans le traitement, et notamment dans la pharmacologie, du neuf dans les stratégies thérapeutiques. Encore une fois, l'habithérapie d'emblée pour la plupart des experts. Le sel de régime à diffuser, peut-être pour tous, et le traitement de l'hypertension artérielle modérée de la femme enceinte qui correspond à un bénéfice avec un niveau de preuve élevé. Donc voilà les informations récentes sur l'hypertension artérielle. J'espère que je ne vous ai pas trop pris la tête. En général, même si tous les cardiologues font beaucoup d'hypertension artérielle, eh bien, ce n'est pas toujours le sujet le plus sexy. Mais je pense qu'on peut réellement rendre service à nos patients si on optimise la prise en charge de cette maladie qui est, je vous le rappelle, la maladie la plus fréquente en France et dans le monde. Merci de votre attention à tous. Merci beaucoup, Jacques. C'était très, très clair. J'ai 2-3 questions à te poser. D'abord, j'ai vu que dans le chat, il y avait des questions concernant les éléments que tu as traités. On me demande notamment, chez le sujet de race noire, peut-être redire, tu l'as dit déjà, comment tu gères ça, c'est-à-dire qu'est-ce que tu donnes? Alors, les recommandations de la Société internationale d'hypertension artérielle recommandent au même niveau soit une association ARA2 plus antagoniste calcique, soit une association antagoniste calcique plus diurétique thiazidique. Donc, voilà les 2 propositions d'initiation de traitement chez un patient hypertendu de peau noire. C'est très clair. Est-ce qu'on peut redire aussi à l'audience, pour les femmes enceintes, qu'est-ce qu'on a comme choix thérapeutique? Alors, il y a aujourd'hui 4 antihypertenseurs qui ont l'AMM dans l'hypertension artérielle de la grossesse. Alors, je dirais que 4, mais il faut faire avec. Donc, on a le Trandate, donc l'abétolol, alpha-bêta-bloquant. On a 2 antagonistes calciques, la nicardipine et la nifedipine. Et puis, on a un vieil antihypertenseur, l'alpha-méthyldopa. Donc, voilà les 4 antihypertenseurs qui peuvent être utilisés dans l'hypertension artérielle de la grossesse sans aucune inquiétude, sans aucun risque, ni pour la mère, ni pour le fœtus. Il y a ceux qui sont formellement contre-indiqués, les IEC, les ARA2, notamment sur la deuxième moitié de la grossesse, parce qu'ils sont associés à des malformations, notamment des voies urinaires fœtales. Et puis, il y a des médicaments qui ne sont pas indiqués, mais qu'on utilise de temps en temps, dans des cas extrêmement spécifiques. Par exemple, les diurétiques, on peut les utiliser, même s'ils ne sont pas recommandés, mais de temps en temps, on n'a pas le choix chez certaines femmes qui ont des hypertensions artérielles très sévères, ou bien sûr dans l'insuffisance cardiaque de la grossesse. Et puis, de temps en temps, les épargneurs potassiques, ce n'est pas recommandé, mais des fois, on ne peut pas faire autrement chez des femmes qui ont une hypertension artérielle par hyperaldostéronisme primaire et qui tombent enceintes, on est bien embêté. Une dernière question, c'est les cibles. Quand on lit les papiers ou les recommandations, on a l'impression que peut-être des fois, il faut aller en dessous de 140-90. C'est quoi le message aujourd'hui?
Alors écoute, le message de la Société française d'hypertension artérielle, des recommandations 2013-2016, c'est entre 13 et 14 de systolique chez tout le monde et en dessous de 9 pour la diastolique. Donc voilà un message extrêmement simple. Et puis ensuite, si on cherche à raffiner, eh bien, on va se dire que le patient très jeune qui a une hypertension artérielle, il va en prendre pour perpète et lui, on a peut-être intérêt à avoir un objectif plus ambitieux, entre 12 et 13 de pression artérielle systolique. Et puis, de l'autre côté de la frise chronologique, à la fin de la vie, eh bien, probablement qu'il faut être moins ambitieux parce qu'on sait que l'hypotension orthostatique, ça fait des morts dans l'hypertension artérielle. Et donc, chez les patients âgés, c'est plutôt 150 de systolique que entre 13 et 14 de systolique. C'est très, très clair. Je pars avec des take-home messages très simples et ça, je te remercie. Je n'en avais aucun doute. Vraiment, énorme gratitude, Jacques, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à l'audience d'avoir suivi ce webinaire. Je vous dis à tous à très, très bientôt. Au revoir, Jacques. À bientôt. Au revoir. À bientôt, les amis.